Bienvenue sur Tatou Senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, Tatou Senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le premier podcast parfum sur l'art de sentir. Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. Tel est un des mantras de Thierry Bernard. Chercheur, amoureux des civilisations, il aurait pu devenir archéologue. En fait, il est un archéologue des ingrédients de parfum et des parfums. Homme du sud, de la France, et curieux de tout, comme un archéologue se doit, il aime tout naturellement voyager et explorer de préférence les îles. La Martinique, Madagascar, Bali et bien d'autres. Des lieux où il mène des enquêtes sur la flore et les plantes à parfum, tel est son fil conducteur. En un mot, le nez au vent, Thierry mène de vrais voyages olfactifs. Sur son chemin d'explorateur, il rapporte des plantes, leurs parfums, et aime à les mélanger pour créer un instant, un souvenir, une émotion. Pour les parfums de Parfumeurs du Monde, sa marque de parfum 100% naturel. Enfin, pour lui, seul l'esprit fêlé laisse passer la lumière. La beauté est juste nichée au fond de l'œil qui regarde. N'attend pas la fin de l'orage, mais apprend plutôt à danser sous la pluie. Bonjour Thierry. Bonjour Bettina. En fait, en ce début d'année, la marque Parfumeurs du Monde s'ouvre sur un nouveau chapitre. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Nouveau chapitre, nouveau parfum, nouveau logo, nouveau rebranding. En fait, on a dépoussiéré la ligne des Parfumeurs du Monde de 2017 et on l'a réactualisée. Donc, certaines fragrances ont été refaites, remises au goût du jour. Et on a fait rentrer donc 6 nouveaux parfums, 6 nouveaux parfumeurs pour étayer notre ligne, pour la rendre plus, un peu plus... punchy. Voilà, vers de nouveaux horizons, avec des nouvelles personnes, plus belles possibles. Et puis voilà, donc on a choisi tout ça et on a remis au goût du jour, donc avec la nouvelle ligne. D'accord. Qui va donc voir naissance, qui a vu naissance donc fin décembre. Donc avec donc 4 nouveaux parfumeurs. En deuxième actualité, il y a un projet vanille avec Madagascar et je crois la boutique Jovois à Paris. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui ? Alors, on a 2 projets Vanille Madagascar, pas un mais 2. En fait, c'est un tout, en fait, un projet donc, qui se situe sur l'île de Nocicamba, qui a été monté donc, avec mon association, dont je suis le président. Donc, c'est Parfumeurs sans frontières, donc une association à 3 avec Stéphane Picard, qui est notre sourceur, et Olivier Bérat, qui s'occupe de tout ce qui est végétal, animal, les relations humaines, enfin, tout ce qui va avec. Donc, 3 copains, on a monté cette association, et dans cette association, il y a effectivement 2 projets à base de vanille. Le premier est une production d'Absolute Vanille verte, un projet qui a vu le jour en fait grâce à Stéphane et moi, avec un brevet d'invention qui permet de fabriquer de l'Absolute Vanille à partir de vanille verte et pas mûre, ce qui permet donc aux populations locales de ne pas se faire voler la vanille pendant qu'elle est en maturation, et ce qui nous permet d'avoir des taux de vanilline supérieurs au taux normal par un schéma normal d'extraction. D'accord. Et le deuxième projet ? Alors, très beau projet qu'on fera donc sur place localement à Madagascar. Donc, on veut éviter justement
que cette technologie échappe aux cueilleurs. En fait, on veut que ce soit les cueilleurs, sous notre responsabilité, qui puissent fabriquer leur absolu, que ça ne soit pas fait en Europe comme ça se fait maintenant, et que les producteurs et les planteurs de vanille, que ce soit la personne qui pollinise la vanille ou celle qui la fait pousser ou celle qui la ramasse, puissent bénéficier d'une partie des revenus que va engendrer cette production d'absolu de vanille verte. D'accord. Ça, c'est le premier chapitre. Et le deuxième chapitre, qui est en parallèle, on a décidé, à partir de la vanille de Madagascar, de faire des produits dérivés cosmétiques qui pourront aussi être faits directement à Madagascar et qui pourront permettre donc aussi donc, aux personnes habitantes sur place, non seulement de se servir de leur propre production, mais aussi de la vendre D'accord. et donc d'en vivre. Donc, on a imaginé une production de savon malgache avec des produits totalement endémiques à Lille, à savoir du copra, à savoir de la vanille, du caviar de vanille, tout un tas de produits qui rentrent dans la composition du savon et qui seront faits localement. Donc, pour être fait localement, on a d'abord fait une préétude en laboratoire avec l'aide de Xavier Fernandez de l'Université de Nice, qui nous a mis 2 thésardes qui nous ont fait des formulations. Et ces savons ont été réalisés donc d'abord en formulation à Nice. Et là, on est en train de on fait des productions à l'état de pilote pour les vendre en France et permettre, avec les gains qui seront alloués donc à l'association, avec ces gains-là, on pourra envoyer donc les étudiants pour apprendre la formulation aux femmes et au collectif de femmes de l'île de Nosy-Comba, de manière à pouvoir monter un atelier directement sur place et de faire un transfert de technologie direct. D'accord. Bah écoute, fantastique. Donc c'est une affaire à suivre. Et donc on ira acheter ces beaux savons chez Jovois à Paris. Voilà, ça serait super parce que ça profite directement, en fait, au lieu de donner de l'argent aux gens pour les faire sortir d'une ornière pour les faire se développer, on préfère, nous, Parfumeurs sans frontières, on a décidé de leur offrir l'outil de travail, de pouvoir le faire eux-mêmes avec les mêmes moyens que nous, on a en Europe, de manière à ce qu'ils puissent se développer et sans demander rien à personne. C'est juste un coup de pouce. D'accord, parfait. Alors, maintenant, je vous invite à me suivre dans cette balade olfactive et sensorielle avec Thierry Bernard pour mieux apprendre à le connaître. Donc, place à la note découverte et donc raconte-nous tes souvenirs olfactifs les plus forts. Parce que je suis sûre qu'il y en a de nombreux, mais bon, prends-en un ou deux. Alors, tout dépend de quel endroit, de quel moment. Et j'ai fait pas mal de choses et c'est effectivement, j'ai des souvenirs olfactifs en fonction des moments, et des moments, des lieux et des gens. Donc voilà, mon enfance, j'ai grandi dans une ferme. Voilà, donc mes premiers souvenirs olfactifs, ça serait plutôt des odeurs d'estive, des odeurs animales, des odeurs de pré, de foin, tout ce qui qui peut toucher le milieu agricole. Donc ça, c'était vraiment mes premiers amours, et puis qui durent toujours parce que je suis toujours autant attiré par l'odeur du foin ou l'odeur des estives, des bêtes qui rentrent dans la grange en montagne. Tout ça, c'est des choses qui ont bercé mon enfance. Après, il y a eu tout mon passage en Martinique et dans les îles où j'ai voyagé pour aller chercher des plantes aromatiques un peu partout en Caraïbes. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans ton parcours. Et justement, tu as un attachement particulier aux plantes. D'où est-ce que vient cet intérêt? Alors, depuis tout petit, j'ai un immense attachement au vivant. C'est-à-dire que je suis très attiré par tout ce qui vit, c'est-à-dire aussi bien animal que végétal. Mhm. Donc, j'ai fait des études de biologie et j'ai très vite arrêté les études de biologie animale parce que ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire, notamment avec les dissections et compagnie. Donc, j'ai bifurqué, j'ai fait un gros virage vers la biologie végétale. Oui. Et donc, j'ai passé toutes les étapes de biologie végétale ou à étudier aussi bien le nom des plantes que la physiologie, que la biochimie. Enfin, j'ai fait jusqu'à ma thèse que j'ai fait en fait sur une plante, Laquelle? sur une plante aromatique. Et donc, j'ai fait ma thèse sur les plantes à parfum. Alors, il s'agit de l'ambrette.
Hibiscus abelmoschus. Et donc, mon directeur de thèse m'avait demandé de travailler sur l'ambrette. Et donc, on avait récupéré des graines d'ambrette au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, qui datait de 1700 et quelques. Donc, la première étape, c'était de les faire germer. Elles avaient plus de presque 300 ans. Oui. Donc, il y en a quelques-unes qui ont germé, je les ai fait pousser. Enfin, bref, j'ai fait des extractions. J'ai fait toute ma thèse sur cette huile essentielle. Et à la clé, Mhm. j'ai même déposé un brevet d'invention l'extraction de cette graine. Ce qui m'a valu d'avoir des industriels qui m'ont proposé de monter une unité d'extraction en Martinique. Et je suis parti en Martinique suite à ma thèse. D'accord. Et alors, donc, effectivement, tu as un doctorat de chimie que tu as passé à Toulouse, mais comment s'est opéré ce passage à la chimie des parfums? Écoutez, c'est très simple. J'ai étudié donc les huiles essentielles, leur extraction et tout. Enfin bref, j'ai voulu passer du mode cognitif au mode production. Et donc, je suis parti avec mon Ouais. stylo et une clé à molette. Et j'ai réalisé l'autre côté, c'est-à-dire que je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir monter mon unité d'extraction d'huile essentielle Ouais. donc, en Martinique. J'ai rencontré des gens absolument formidables qui m'ont donné les clés pour pouvoir réaliser mon rêve. Qui plus est, j'ai pu voyager dans toute l'Amérique du Sud de manière à aller chercher des plantes à parfum un peu partout. J'ai pu distiller des choses que personne d'autre n'a pu distiller avant moi. Et donc voilà, Oui. Comme quoi, par exemple? j'ai distillé des choses comme la cascarie en provenance des Bahamas, j'ai fait du piment de Jamaïque, j'ai distillé du basilic framboisin, des plantes qui n'étaient pas très connues, Ouais. du bois d'Inde, voilà, que des plantes endémiques à certains pays. Et donc, ça m'a permis donc de faire des huiles essentielles, de faire la main donc, surtout de me faire le nez concernant les huiles essentielles, parce que je connaissais pas mal d'huiles essentielles européennes. Ouais. Et toutes Mais alors, parmi toutes celles-là, quelle est celle qui t'a le plus étonné, le plus surpris? Euh, Parmi celles-là, celle qui m'a surpris le plus, c'est l'huile essentielle de piment. Mais de piment, le vrai piment, le piment qui a Oui. ce qu'on appelle en créole le bon d'amanjac, c'est vraiment le piment, celui qui est très très fort et qui fait pleurer. Et donc, voilà, la petite anecdote, j'ai voulu distiller du piment. Mhm. Et j'ai effectivement distillé 500 kilos de piment dans ma grosse marmite. Ouais. Et pour savoir déjà si je voulais savoir si en fait l'huile essentielle obtenue était piquante ou pas. Ah, Et donc, sur 500 kilos de piment distillé, j'ai obtenu un demi-verre d'essence. ouais. Et la grande manip a été qui veut goûter l'huile essentielle, savoir si ça fait un trou dans la langue ou si jamais ben, c'est mangeable. Et Oui. on a eu la solution parce on a tous goûté. Et non, non, l'huile essentielle est sans, ne pique pas du tout. D'accord. Et olfactivement? Olfactivement, c'est un vrai bonheur. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas utiliser parce que c'est d'une puissance mais monstrueuse. Oui. Le seul souci, c'est que je n'ai pas pu utiliser mon alambic pendant presque 2 mois. À cause de ça? Ouais. D'accord. Parce il ne sentait que ça. Ah, mais là, c'était pas possible. On ne pouvait même pas rentrer dans le local. Le local il a fallu que j'aère, que je nettoie avec des produits. C'est juste pas possible. Ça collait partout. Donc, voilà. Donc, ça a été la réponse, mais ça a été une belle, belle découverte olfactive. Et j'ai longtemps conservé ces 20 millilitres de piment. Je ne sais plus où ils sont passés d'ailleurs, mais c'était quelque chose d'énorme. Alors effectivement, quand on regarde ton parcours, on voit que tu as une curiosité pour le monde et les voyages. Est-ce que c'est quelque chose qui est très personnel ou que tu as été nourri pendant ton enfance par un entourage qui peut-être faisait pas des voyages en tant que tels, mais en faisait dans leur tête? Alors, je suis très, très, très à l'écoute des civilisations et de tout le monde animal, végétal. Oui, C'est-à-dire que ça va ensemble. Comment dire? Alors, depuis tout petit, je suis très sensible à tout ce qui peut être nature, végétale ou animale. J'ai été bercé là-dedans par mes parents. J'ai toujours eu une soif immense de m'instruire sur la nature. Et mon deuxième source d'intérêt, c'est les civilisations.
Les civilisations et l'être humain en général, hein, ou plus ou moins en particulier. Il se trouve que pour faire des parfums, il faut aller voir des hommes qui font des matières premières. Voilà. Donc, le tout fait que je suis parti dans cette direction parce que ça m'arrangeait et parce que c'est les deux choses que j'aime, les voyages, les civilisations et les plantes et la nature. Donc, en fait, je comble mon envie de connaître, de soif de nature et humaine par mon métier. Justement, repartons à la Martinique. Raconte-nous tes souvenirs olfactifs les plus forts. Les plus forts, c'est déjà, hein, il n'y a pas que de l'olfactif. Il y a d'abord, je suis arrivé, j'ai découvert une faune, une flore que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que Oui. petit métropolitain, je connaissais les arbres de ma région, je connaissais les plantes, mais je ne connaissais pas du tout les plantes tropicales. Donc ça a été Choc. un grand renouveau pour moi et ça m'a ouvert mon esprit de 50% de plus. Mhm. C'est-à-dire que pendant au moins 4-5 ans, je n'ai fait que découvrir, partir en forêt, partir partout, en Guyane, dans les pays lointains, reculés, de manière à pouvoir étancher ma soif de plantes, de fruits. Et donc, voilà, mes souvenirs les plus beaux, ils ne sont pas forcément olfactifs, ils sont végétaux. Après, au travers de ça, Et plus précisément, alors, ça fait découvert de tous les palmiers, de tous les plantes sensitives, les orchidées, enfin, toutes les choses qu'on n'a pas ici, quoi. Je veux dire, c'est puis de ce climat, un vivier. ça pousse très vite. Vous plantez un arbre, une pousse dans le sol, le lendemain, elle fait 20 cm de plus. C'est un monde, c'est pas notre monde, c'est un autre monde et ça m'a complètement émerveillé. Et donc, à partir de là, je suis parti chercher des plantes aromatiques, effectivement, que je ne connaissais pas. J'ai même distillé des choses que personne ne connaissait et les parfumeurs qui étaient mes clients me disaient Thierry, tu es bien gentil, mais qu'est-ce que tu veux? C'est magnifique, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On ne sait pas, hein, on ne sait pas. Et donc, c'est pour ça, grâce à eux d'ailleurs, que je suis devenu parfumeur parce que je voulais travailler des choses qui étaient nouvelles. Donc, mon originalité que les gens peuvent trouver maintenant dans mes parfums, elle était déjà à l'époque, bien avant que je fasse mes parfums, dans la recherche de ces plantes. Et alors justement, tout à l'heure, tu as mentionné avoir voyagé en Amérique du Sud. Quelles ont aussi été tes plus belles découvertes de plantes et d'impressions olfactives aussi? Alors, bizarrement, j'avais importé pas mal de plantes d'Amérique du Sud dans le cadre d'Eleis, de ma société qui fabriquait des huiles essentielles. Donc, en fait, je n'ai pas fait de grosses découvertes, hormis quelques plantes plutôt du côté de la Patagonie. Mais en fait, je pense que les plus grosses découvertes de plantes que j'ai faites sont plutôt après du côté de l'Indonésie, du côté de l'autre, Oui, enfin, dans l'autre côté du monde. Le côté Amérique du Sud n'est pas forcément un réservoir de plantes aromatiques énorme. Il y a toutes les d'accord. plantes déjà qu'on a déjà en Europe. Il n'y a pas forcément beaucoup plus à ajouter. D'accord. Alors justement, partons en Indonésie. Dis-nous celles qui t'ont frappé olfactivement. En Indonésie, il y a pas tout, il y a toutes les plantes aromatiques, elles sont là. C'est en fait, c'est le réservoir de plantes aromatiques par excellence. D'abord parce que Mhm. le climat est beaucoup plus tropical qu'en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, c'est assez montagneux, c'est assez aride, c'est pas forcément très. Les plantes aromatiques sont plus souvent sur la ceinture tropicale. Voilà, il y a pas mal de fleurs, je pense notamment au frangipanier, au jasmin, qu'on peut découvrir sur ces latitudes-là. D'accord. Mais une que tu avais jamais sentie et qui t'a vraiment sauté au nez. Alors, non, c'est pas là, j'ai trouvé des différences olfactives. C'est-à-dire que de mon séjour en Martinique et dans Oui. les îles Caraïbes, je sentais beaucoup de jasmin, beaucoup de frangipanier et j'ai découvert qu'on pouvait avoir des plantes qui sentaient globalement la même chose, mais beaucoup plus intensément. Oui. Un frangipanier de La Réunion ou un frangipanier de Martinique ont à peu près symboliquement la même odeur, mais en intensité, elle est énormissime du côté de Madagascar ou de La Réunion. Le sol va lui conférer des notes beaucoup plus puissantes. Après, voilà, ce sont des Oui. petites différences. Après, vous avez des espèces qui ne sont pas les mêmes, donc avec des notes olfactives qui sont légèrement différentes. Après, au niveau des couleurs, voilà, les espèces varient d'un pays à une autre, du sol, et varient aussi en fonction de la récolte, des gens qui les distillent en fait. L'huile essentielle, c'est la carte de visite du distillateur en fait. Et donc, ça peut varier d'une personne à une autre. Donc voilà, Mhm. le côté.
Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que tu entends exactement par carte de visite du distillateur? Eh ben, un certain distillateur aura une huile essentielle. Vous prenez deux distillateurs Oui, qui vont distiller peut-être à deux endroits différents, ou peut-être même au même endroit, la même matière première, ils n'auront pas la même huile essentielle parce qu'ils ont leur technique de distillation, leur mode de distillation, et ça varie d'un à l'autre. Comme deux sols vont donner deux notes différentes d'une huile essentielle, je pense que le oui. distillateur, lui aussi, a son rôle à jouer, le matériel a son rôle à jouer. En fait, l'huile essentielle, c'est le résultat. C'est un résultat obtenu avec multitude de paramètres qui Mhm. vont de la plante au sol, en passant par le matériel de distillation, le distillateur, le mode de stockage. C'est juste, voilà, pourquoi l'huile essentielle d'Haïti est si belle. Elle est distillée dans des alambics comment ça s'appelle, en cuivre qui sont martelés Oui. parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir de l'inox, et donc ils ont une huile essentielle qui a des notes métalliques et qui va être choisie voilà, pour leur côté métallique et pas par autre chose. Donc, chaque comment dire, passage, chaque étape dans le processus qui va au parfum est original et à mettre en valeur. Tout à fait. Et que fais-tu des intentions et de l'état d'esprit du distillateur lui-même? Pour toi, ça a une importance dans la distillation? Ben, je pense que déjà, s'il fait ce métier, c'est qu'il aime ce qu'il fait, parce que c'est compliqué, on n'en vit pas très bien. Donc, je pense que les gens qui font de la distillation en plein milieu, rocailleux, par tout temps, moi, ça m'est arrivé de distiller de nuit pendant voilà, des jours de pleine lune. Ben, c'est des conditions qui sont pas. Ça peut être optimal, mais ça peut être aussi des mauvaises conditions. Donc, l'état d'âme du parfumeur, oui, effectivement, du distillateur, oui, effectivement, elle est importante. D'accord, ok. Donc maintenant, avant de rentrer à proprement parler dans ton laboratoire, on va faire un court voyage au cœur de la matière, qu'on a déjà largement commencé, mais tout de même, dis-nous, quel est ton ingrédient, un de tes ingrédients chouchou, celui dont tu peux jamais te passer, sur lequel tu reviens inévitablement? Alors, mon ingrédient chouchou, c'est vrai que j'avais pensé la question sur un ingrédient préféré. Oui, en fait, ça peut revenir au même. J'aime beaucoup l'essence Oui. d'élémis Et pourquoi? parce que j'ai été longtemps à la recherche d'une essence qui peut, moi, dans mon côté de mes parfums naturels, puisse remplacer ou du moins m'aider à m'approcher de notes musquées. Oui, Et donc, c'est compliqué de remplacer le musc en parfumerie naturelle. Et donc, il n'y a pas tout à beaucoup fait. d'éléments qui puissent nous permettre, peut-être pas d'y arriver, mais au moins d'aller sur ce chemin-là. D'accord. Et l'Hélénie, en fait, c'est encore une petite histoire. C'est surtout l'histoire qui me fait dire que c'est un ingrédient préféré. C'est parce qu'en fait, c'est donc une vieille dame qui m'a amené en forêt, qui est une guérisseuse, chamane Oui. à Madagascar, et qui m'a mis dans la main une espèce de résine blanche. Elle m'a enveloppé ça. Oui, parce que qu'est-ce que c'est un instant, les lémis? L'élémi, c'est un énorme arbre qui pousse, enfin, c'est l'élémi de Madagascar, l'arbre endémique, un arbre, cette espèce est endémique de Madagascar. Et donc, et le tronc sur le tronc, il y a des exudats, Oui, comme un peu comme de l'encens, en fait, une résine qui se développe du tronc, qui fait que le tronc est blanc. oui, tout à fait. Et donc, cette dame, donc, qui est guérisseuse des chamans D'accord. de Nosy Combat, m'a dit, Thierry, prends ça, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Donc, c'est Oui, plus ou moins pour moi un cadeau du ciel. Elle m'a mis ça dans des feuilles des grandes feuilles d'éléphant. Et donc, je suis parti avec ça en disant, il faut que je fasse quelque chose parce que l'odeur est juste sublime. Et donc, j'ai essayé de savoir ce que. D'abord, je l'ai mis dans Tsingui, donc mon parfum de Madagascar. Et avant de le mettre, il a fallu que je le répertorie. Donc, c'est Stéphane Picard qui m'a aidé, puisque lui, il la connaissait, cette plante. Et donc, oui, voilà, on a pu s'en servir à cause de ça. Et c'est une note qui est, comment dire, qui est crémeuse, qui est musquée, qui est, comment dire, très, très, très blanche, et avec des notes un peu eucalyptus, un peu cinéole. d'accord. Et en le mettant dans des petites proportions, on arrive à faire un côté crémeux, un côté assez velours dans un fond. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour Tsingui. C'est le fond de Tsingui avec mon autre note préférée qui est le vétiver. D'accord. Et alors, cet élémi, on le retrouve ailleurs que dans Djingi, sans déflorer, mais juste le nommer?
Non, je ne l'ai mis que dans le Sigui. Dans mes autres parfums, je ne l'ai pas mis parce que je trouve que ça allait bien avec le cœur floral. En fait, ça mettait le cœur sur un réceptacle, en fait. Et par contre, je ne l'ai pas mis dans les autres parfums que j'ai fait successivement. Et le vétiver, pourquoi est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu aimes et quel est celui que tu aimes dans le vétiver? Parce qu'il y a plusieurs origines. Alors, le vétiver, c'est un parfum. Ce que j'aime, c'est que c'est un parfum lui tout seul. Oui. On peut faire un solifleur de vétiver, mais c'est juste. Il y a toutes les facettes dans du vétiver. Il y a absolument tout. Ça va de notes, c'est champignonné, c'est des notes qui peuvent être du cuir, ça peut être des notes qui sentent le métal. C'est d'une beauté, c'est d'une profondeur qui est absolument magique. D'ailleurs, tous les parfumeurs en mettent partout. Oui. Et moi, j'ai vraiment une adoration pour le vétiver d'Haïti, pour le côté donc un peu métallique. Oui. Et après, j'ai découvert dernièrement chez mon ami distillateur du côté de la vallée des parfums, comment ça s'appelle, en Bange, chez mon ami Colin, qui est distillateur, j'ai découvert un vétiver absolument magnifique, avec des notes presque gourmandes, vertes. Un peu chocolaté? Non, pas presque mais un chocolat, mais allant vers des notes plus vertes. Vertes, un peu mielées et comment dire, et très, très cuir, en fait. D'accord. Et donc, moi, je suis vraiment en amour du vétiver. Je trouve que dans un cœur, le vétiver, dans un fond, le vétiver, ça pose le parfum, ça le tempère. D'accord. Et on le retrouve où? Vous le retrouvez dans Élise, dans Tsingui, j'en ai mis dans Val d'Orcia, j'en ai mis Pour les parfumeurs du monde. dans Oudjan aussi. Il y a un fond vétiver qui est le fond qui est forêt vierge. Si vous avez aimé cette première partie de ma conversation avec Thierry Bernard, je vous invite à favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles sur Tatou Senti Podcast ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur une de vos plateformes préférées. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant la suite de ma conversation avec Thierry, mardi prochain à 17h, sentez-vous bien!